Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par Edflex en partenariat avec l'Orne Assembly pour une édition spéciale Covid-19 sur un sujet qui, si vous êtes ici, doit vous intéresser, je l'imagine, comment réussir à ne pas annuler toutes vos formations, en tout cas une partie de vos formations dans ce contexte. On a la chance du coup d'avoir Antoine Amiel, le fondateur de l'Orne Assembly. Donc Antoine, si tu veux en deux mots nous présenter l'Orne Assembly, à toi de jouer. Bonjour à tous et à toutes. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat aussi pour qu'on puisse un petit peu faire connaissance. Donc effectivement, moi je suis ravi d'animer ce nouveau webinaire avec Clément. Donc je suis le fondateur de Learn Assembly. Learn Assembly, c'est une société, une learning company dont le métier, qui travaille comme un cabinet d'architecte, dont le métier est de concevoir et de designer des solutions d'apprentissage et des expériences d'apprentissage. Donc on fait du conseil, on design des parcours et on réfléchit énormément avec nos clients à comment bien former, et surtout dans cette période, on est amené à beaucoup challenger nos modèles. Donc on va essayer de partager avec vous des retours d'expérience, des idées. Certains d'entre vous qui sont inscrits aujourd'hui nous connaissent bien, et pour les autres, je suis ravi de faire votre connaissance et d'échanger avec vous. Bienvenue. Yes, merci Antoine. Et peut-être juste avant de parler du programme, un mot sur Edflex pour alors, dans les participants, certains nous connaissent et d'autres nous connaissent moins. Donc Edflex, nous, on est une structure qui accompagne les organisations en mettant à disposition toutes les meilleures ressources du web. Et dans ce contexte, en discutant avec Antoine, c'est aussi comme ça qu'on a eu l'idée de monter ce webinaire. On s'est dit, qu'est-ce qu'on met, nous, les startups de la tech, à disposition des entreprises. Donc, nous, on a mis à disposition un catalogue de ressources, des vidéos, des articles, des podcasts, des MOOC qui sont sur les sujets du moment, comme le télétravail, la formation sur des outils comme Teams ou autres. Donc, ça, voilà, c'est la valeur qu'on apporte à l'univers de la formation. Et puis, on va le voir juste après avec Antoine. En discutant avec Antoine, Antoine me disait, nous, on a mis à disposition un kit de survie, entre guillemets, pour les formateurs. On a trouvé l'idée intéressante de vous partager ces bonnes pratiques. Et donc, le programme du jour, c'est d'exposer à la fois les problématiques actuelles, les offres en temps de confinement. Assez rapidement, on va vous dire ce qu'on met à disposition des entreprises, comment on digitalise les process, parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité, mais demain, ça le sera encore, évidemment. Et puis après, on aura un temps d'échange où on répondra, après cette petite demi-heure de présentation, on répondra à toutes vos questions. N'hésitez pas, comme disait Antoine, à poser vos questions au fur et à mesure. On y répondra durant cette présentation. Antoine, je te laisse nous partager les problématiques actuelles et puis le kit de survie. Oui, avec plaisir. Donc, je vois que les premières personnes se présentent, donc ça nous permet de faire un petit peu connaissance et de savoir aussi un petit peu quelles sont vos attentes. Donc, n'hésitez pas à vous présenter. Et puis comme ça nous permet. Bonjour Elsa, bonjour Denis, ravi de vous voir parmi nous. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait faire une petite introduction. Clairement, la crise qu'on est en train de traverser en ce moment. Nous, ce qu'on a observé avec nos partenaires et nos clients, c'est dans un premier temps, il y a eu des réactions vraiment d'urgence, presque de gestion de crise. D'ailleurs, c'est toujours le cas dans certaines entreprises, vraiment de gestion de crise. Comment, est-ce qu'on annule, est-ce qu'on annule pas? Comment on gère là, dans les 2 semaines qui suite à l'annonce du confinement, l'annulation, la continuité pédagogique. Et puis maintenant, ça y est, on sent que le confinement déjà va durer 2 mois. On sent que il y a des choses un peu nouvelles aussi qui vont émerger de ça, et donc on peut commencer à se projeter un peu plus dans la suite et à réfléchir à ce que ça veut dire. Et donc aujourd'hui on va essayer de parler de 4 grands sujets. Tout ce qui est lié à la continuité pédagogique, donc comment assurer une certaine continuité dans les parcours d'apprentissage pour éviter des gros trous, et qu'est-ce qui est possible de continuer, qu'est-ce qui n'est pas possible de continuer. Il y a des enjeux de fracture numérique, il y a des enjeux d'accès, on va en parler. Quels sont les outils ou les solutions qui sont pertinentes, et comment surtout bien les mettre en musique, parce que comme souvent avec le numérique, on se rue sur les outils, mais souvent on oublie la pédagogie et l'usage, et donc il y a un vrai sujet sur quel outil pour quel usage. On va parler de la digitalisation des contenus. La digitalisation, ça se fait pas en claquant des doigts, ça peut coûter très cher, ça peut être très long et ça peut être assez compliqué, donc on va en parler un petit peu. Et puis on va parler d'adaptabilité, donc vraiment là on est dans une période où tout le monde découvre un peu son adaptabilité, son agilité. C'est un peu un stress test d'agilité pour beaucoup d'organisations. Donc on va aussi parler de ça. Voilà, je vois que tout le monde se présente. Bienvenue à tous. N'hésitez pas à poser vos questions, vos attentes, si vous avez des attentes un peu plus précises sur certains sujets. Et on voulait vous poser une première question. Clément, est-ce que tu veux qu'on le fasse maintenant ou tu veux qu'on le fasse après? Ouais, on peut le faire maintenant. On avait une question avec Antoine, donc vous pouvez y aller durant toute cette présentation. C'est est-ce que vous avez dû annuler vos formations? Donc dites-nous
Si c'est le cas, expliquez-nous pourquoi et on essaiera de vous donner quelques conseils sur ces sujets. Donc, allez-y. On vous laisse commenter sur le chat et puis nous, on poursuit. Et Antoine, tu vas nous en dire un petit peu plus sur ce kit de survie. Oui, le fameux kit de survie. Donc, on a publié effectivement deux contenus qui sont évidemment gratuits en libre accès. Un kit de suivi pour les formateurs et un kit de survie pour les apprenants. Un kit de survie pour les formateurs donc, qui détaille en fait différentes situations pédagogiques que je vais vous présenter juste après et comment les adapter à distance de manière rapide et frugale. Et un kit de survie pour les apprenants. Donc, en tant qu'apprenant confiné, voilà, on parle beaucoup d'apprendre à apprendre. On a développé une solution autour de ça, mais on sait que c'est plus simple à dire qu'à faire. Donc, comment bien apprendre chez soi en confinement, comment s'organiser, où trouver les bonnes ressources, quels rituels mettre en place. Et donc, vous pourrez retrouver un certain nombre de suggestions et d'idées dans ces deux contenus. Et je vois qu'on a les premiers commentaires qui nous disent que beaucoup de formations annulées, car les stagiaires ont annulé, effectivement, annulation, digitalisation. Nous avons annulé nos formations et avons créé des modules e-learning. Voilà, donc voilà, beaucoup d'entre vous commencent à s'adapter. Ok. Un autre complément, Learn Assembly propose une formation qui s'appelle le Tatami pour devenir Digital Learning Manager. Donc, une formation vraiment en learning by doing, orientée vers l'action, vers les entraînements, pour découvrir et pratiquer le digital learning. On a rendu la formation gratuite. Elle est d'habitude payante. On l'a rendue gratuite pendant le confinement et on la rendra probablement gratuite d'ailleurs tout le temps. On a déjà 300 personnes sur la première session. On a rouvert une session là pour le 27 avril. Et donc, voilà, si vous voulez continuer à vous initier, vous pouvez aller sur notre site et vous découvrez Émilie, notre directrice pédagogique, qui a endossé son kimono pour décliner le storytelling du tatami jusqu'au bout. Yes, peut-être avant de parler d'Edflex, quelques questions, notamment celle de Sylvie qui nous demande s'il y aura un replay du webinaire. Oui, il y aura un replay, donc vous pourrez le partager aussi si vous le souhaitez, ce webinaire. Il sera partagé juste après ce live. Et Thierry qui nous dit pas de vidéo pour pas saturer le réseau. On y reviendra, je crois, Antoine, mais c'est un sujet aussi, l'adaptabilité, la bande passante et la façon de s'adapter à ce contexte pour en effet pas tout saturer avec de la vidéo et des formats parfois assez lourds. Donc côté Edflex, on a aussi mis à disposition des choses pour les organisations. Un parcours sur le télétravail, c'est un sujet hyper important et notamment ce qu'on appelle le PCA, le plan de continuité des activités pour les managers, pour les leaders et pour les directeurs, mais aussi pour les salariés. C'est comment s'adapter et continuer de faire fonctionner une entreprise quand en tout cas c'est possible. Donc on a mis un parcours sur le télétravail avec 4 grandes thématiques à disposition. Vous avez le lien ici, vous pourrez y aller, c'est complètement libre d'accès et gratuit. Et puis on a mis une partie de notre catalogue de ressources gratuites à disposition, comme je vous le disais tout à l'heure, des vidéos, des podcasts, des articles sur des thématiques qu'on juge importantes et qui peuvent être développées. Donc la façon de télétravailler, la façon de se former sur des outils comme Teams qui aujourd'hui est en train d'exploser dans les entreprises. Et puis aussi en profiter pour se former sur des sujets de fond comme les soft skills ou comme d'autres thématiques qui peuvent être intéressantes selon les entreprises. Donc vous pouvez y aller. On en a fini pour cette première partie sur les offres à disposition gratuitement pour vous, entreprises. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire et on a découpé ce webinaire avec les différents points aussi du kit de survie proposé par Learn Assembly. Et il y a un premier point qui est encourager l'échange. Donc l'échange aujourd'hui doit être encouragé encore plus dans ce contexte. Donc on télétravaille, on a des outils collaboratifs qui sont en train d'exploser dans les entreprises forcément. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur aujourd'hui une menace pour la société avec ce coronavirus, mais une opportunité pour la formation, pour que la formation puisse aussi se réinventer et pas seulement pendant ce moment, on le verra tout au long de ce webinaire, elle doit se réinventer de manière générale pour s'adapter au monde de demain. Et il y a un concept, Learning in the Flow of Work, donc, qui est un concept pour ceux qui ne connaissent pas de Josh Bersin, qui est un influenceur dans le monde de la formation, qui nous dit que demain, il nous le disait déjà avant cette crise, on va devoir pousser dans les outils du quotidien la formation, les outils de formation, les ressources de formation pour amener le collaborateur à se former tout au long de sa vie sur ces outils de travail. Donc on peut imaginer plein de choses pour encourager l'échange et encourager la mise à disposition de ressources de formation, comme des interconnexions entre un LMS et des outils comme Microsoft Teams ou Slack. Donc pousser du contenu régulièrement, pousser des ressources, des formations, etc. Donc encourager l'échange, c'est le premier sujet. Et en encourageant l'échange, on va aussi pouvoir créer de l'interactivité. Pour créer de l'interactivité,
on a différents outils qui existent. Alors, je vais en partager quelques-uns et je te laisserai, Antoine, nous parler de Classcraft, que je connais un peu moins, mais Kahoot ou Clap, par exemple, c'est des outils de sondage qui vous permettent de sonder vos apprenants, qui vous permettent de proposer des quiz à vos apprenants et qui peuvent vraiment s'intégrer à plein de dispositifs existants ou non. Donc, on peut s'appuyer sur ces outils qui sont aujourd'hui, qu'on peut aujourd'hui tester gratuitement. C'est aussi l'opportunité pour vous d'aller regarder comment ça marche et comment ça peut être mis à disposition même sur le long terme. Après, on a Typeform, que vous connaissez peut-être aussi, qui est un outil pour sonder, comme le fait Kahoot ou Clap, mais plutôt sur un modèle quiz. Et puis après, on a Evalbox et Rydle, qui sont d'autres outils similaires. Pour aller plus loin, il y a Classcraft, et je crois qu'Antoine, tu vas nous partager quelques exemples d'utilisation de cet outil. Ouais. Alors, pas forcément rentrer dans le détail de chaque outil, mais l'idée est de dire que dans la formation à distance, on est obligé de redécouper entièrement la scénarisation de sa formation, on va y revenir, et qu'effectivement, créer de l'interaction, créer de l'échange va être encore plus important pour réduire la passivité ou réduire la déconcentration qu'il peut y avoir quand on est face à un écran. Quand on fait du digital learning, on connaît ce sujet-là et on le retrouve aujourd'hui. Et donc, effectivement, tous les outils, je vois qu'il y a aussi des suggestions d'autres outils comme Bcast ou SparkUp ou Klaxon, tous les outils qui vont permettre à la fois d'inclure les participants dans une formation avec des icebreakers, des choses comme ça, de permettre de faire des quiz, de permettre de créer des activités pédagogiques, etc., vont quand même faciliter énormément les choses parce que le risque étant de faire trop de descendants ou d'avoir quelque chose d'un peu trop passif et pas forcément très, très agile. Donc voilà, c'était un premier cas d'usage, on va dire, qu'on voulait présenter avec vous. Il y avait une question de Thierry, pour toi peut-être Antoine, avec combien de personnes pour avoir de l'interaction? Ton expérience qui est... C'est une excellente question. C'est une excellente question. En fait, alors, il y a plusieurs manières de voir les choses. Déjà, la question, c'est combien de formateurs êtes-vous? Ce qu'on fait beaucoup là en ce moment chez un de nos clients qui a transposé ses présentiels à distance, c'est qu'en fait, ils ont énormément de monde sur certaines formations et du coup, ils animent en binôme. Et je pense que l'animation à distance en binôme peut avoir beaucoup de sens parce qu'en fait, quand on anime à distance, on fait vraiment du multitasking. C'est-à-dire que là, je suis en train à la fois de partager des choses, de dérouler mon support. En même temps, j'ai un œil sur le chat pour regarder les questions. Si jamais on fait des activités en sous-groupe, je vais devoir aller dans des salles comme des sous-salles pour vous discuter. Donc, il y a vous allez pouvoir répartir les rôles entre animateurs. Et là, vous pouvez augmenter, en fait. Vous pouvez avoir beaucoup de monde parce que vous avez quelqu'un qui est dédié à l'interaction, à la modération, qui peut prendre les questions du forum. Donc ça vous fait gagner beaucoup de temps. Et vous pouvez alterner aussi, parce que c'est assez fatigant d'animer à distance. Hein. À la fin de la journée, on a la tête comme une citrouille. Donc je pense qu'il y a cette première suggestion. Après, il y a une deuxième suggestion, c'est de pousser des moments d'activité en sous-groupe. Des activités, ça peut être des études de cas, ça peut être tout ce que vous imaginez comme activité collective qu'on fait classiquement en formation. Et là, de séparer les groupes, de les mettre en sous-groupes ou de les isoler. Donc, sur certains outils de visio, on peut créer des salles, sur d'autres pas, mais ça peut se faire à côté ou sur des outils collaboratifs. Et là, vous pouvez vous déplacer de groupe en groupe pour faire des feedbacks ou rester un peu en hotline pédagogique si jamais les participants ont besoin de vous et veulent poser une question. Après, clairement, si vous êtes sur une classe virtuelle ou une formation où il n'y a pas forcément beaucoup d'activités ou autre, plus vous aurez de monde, plus vous allez devoir donner des consignes très très claires sur l'interaction, quand lever la main, quand poser des questions, parce que sinon tout le monde va parler en même temps, ça risque d'être un joyeux bordel si vous me passez l'expression. Et donc c'est important de donner des consignes et des règles très claires de vie, en fait, de vie de classe aux apprenants pour que ce soit fluide. Voilà. Je sais pas, j'espère avoir répondu à votre question. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres, peut-être qu'on va les reprendre au fur et à mesure. On va reparler de Teams après. Yes, et l'animation de communauté, aujourd'hui, on venait de l'évoquer très rapidement, on a pas mal de conseils sur ce sujet, notamment quand on anime des communautés à distance, on peut animer avec des contenus, donc typiquement envoyer des contenus régulièrement pour continuer de maintenir le lien et la continuité pédagogique. Ça peut être des contenus sans forcément créer des modules qui peuvent être très longs, ça peut être des contenus que vous trouvez, que vous partagez sur un outil comme Teams ou sur un LMS si vous en avez un, ou bien d'autres outils. Donc c'est assez facile à faire et parfois on n'y pense pas forcément, mais trouver une bonne ressource, ça peut être partagé et c'est totalement gratuit pour l'entreprise. Et quand on a créé sa propre formation et qu'on veut animer sur une demi-journée ou sur
1 ou 2 heures un sujet. Ce qu'on se disait avec Antoine et qui, dans ce contexte, est encore plus important, c'est de commencer par un icebreaker. Donc, c'est un partage de smiley en début de présentation, c'est lancer un sondage très rapidement pour pas perdre les personnes qui sont en train d'écouter un webinaire, par exemple, ou une formation. Et puis, ne pas hésiter à partager des vidéos ou des photos humoristiques. Alors, le contexte n'est pas forcément à l'humour, mais ça peut être justement un moyen, la formation, de sortir un peu de ce contexte morose et de se dire qu'ok, la vie continue et qu'on doit pouvoir continuer de partager des choses intéressantes et tenir, du coup, quand on est formateur, en haleine son auditoire avec des photos, des vidéos, des exemples très concrets. On peut utiliser les sondages et on l'a vu, pour savoir si la formation a plu, s'il y a des choses à améliorer. C'est très important à distance, comme on change la façon dont on va interagir avec les stagiaires, les personnes qui sont formées. Il faut impérativement utiliser des sondages pendant la formation et surtout après pour savoir ce qui a été bien ou moins. Est-ce que tu veux compléter cette partie, Antoine? Enfin, juste dire que là, on est en plein dans l'illustration de ça, puisque en même temps qu'on parle, vous vous posez des questions, il y a des liens qui sont partagés, donc on voit bien qu'on est dans une logique d'animation de communauté, d'apprentissage entre pairs, et qu'au-delà de ce que nous, on peut partager et apporter, il y a ce que vous pouvez partager entre vous. Donc, on voit que ça, enfin, on est dedans, quoi. Voilà. Super tuto pour Teams. Voilà. Voilà, exactement. Alors, on va rentrer un peu maintenant dans des situations pédagogiques, différentes situations, hein, l'apprentissage théorique, l'apprentissage de gestes métiers, des études de cas, de l'évaluation, donc un peu les moments clés finalement d'une expérience d'apprentissage, et on va essayer de vous partager des manières de faire ça différemment à distance, et donc d'échanger un peu avec vous là-dessus. Alors, un premier cas, c'est tout ce qui est lié à la transmission de connaissances, à l'apprentissage théorique, au top-down, comme on dit. On sait que c'est clairement c'est difficile de faire ça à distance, puisqu'il y a un enjeu de concentration et de décrochage. Alors, il y a plusieurs suggestions qu'on peut vous proposer. La première, c'est d'utiliser la pédagogie inversée ou la classe inversée, c'est-à-dire d'envoyer tout ce qui est lié à l'apport de connaissances en amont ou entre des sessions, donc en asynchrone. Donc, envoyer des livres à lire, des documents, des vidéos à regarder, un ensemble de ressources à consulter, de ressources pédagogiques. Vos participants, vos apprenants les consultent, les lisent, et pendant que vous êtes en synchrone, donc en classe virtuelle ou en webinar comme on est là, on est beaucoup plus dans de la discussion, dans de l'échange, dans du débrief, dans une sorte de réflexivité autour du contenu. L'avantage de la pédagogie inversée, c'est que ça évite, ça permet à chaque personne d'individualiser un petit peu son apprentissage, d'aller chercher ce qui l'intéresse, ça le rend moteur. Le risque de la pédagogie inversée, c'est que c'est relativement inégalitaire, dans le sens où tout le monde n'a pas forcément les conditions matérielles et psychologiques de faire ça. Moi, là, je suis en confinement, je suis au calme, je peux me concentrer. Quand on a des enfants qui courent partout et qu'on fait l'école à la maison et tout le reste, c'est un peu compliqué d'aller tranquillement s'isoler pour lire ou pour regarder des vidéos. Donc la classe inversée, c'est une modalité qui a des contraintes puisqu'elle dépend de l'environnement personnel, de l'environnement vraiment physique dans lequel chaque personne se situe. Mais c'est quelque chose qui est intéressant avec des publics qui ont une bonne discipline d'apprentissage, qui sont matures et autonomes dans leur apprentissage et qui vont pouvoir s'organiser pour pouvoir apprendre en pédagogie inversée. Voilà, ça dépend des publics, quoi. Ça, c'est une première suggestion. Une deuxième idée, j'ai vu par exemple des sociétés qui transposaient une journée de présentiel en une journée de formation à distance. Je pense que ce n'est pas une bonne pratique. L'apprentissage à distance en une journée derrière une visio, c'est quand même assez compliqué. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous avez des contraintes vraiment de temps, et donc, imaginons, vous organisez une semaine de la formation, et donc il faut tout basculer à distance. Là, clairement, il va falloir créer des petites séquences, les espacer avec des pauses, en créant des séquences de 45 minutes à 2 heures grand maximum, avec un mix de moments collectifs et de moments asynchrones, de travail en sous-groupe ou de travail individuel, avec des moments de pause assez longs, et vous pouvez fonctionner comme ça. Le plus simple, et à mon avis le plus recommandé, c'est quand même de le faire sur 3 ou 4 semaines, et de dire 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, on se retrouve tous ensemble, on a une classe ensemble, mais entre chaque session, il y a des travaux de groupe, des activités à réaliser, et d'une semaine à l'autre, on reprend. Ça va dépendre un peu de vos contraintes organisationnelles, de ce que vous pouvez faire. En tout cas, c'est important de créer des séquences plus courtes,
de prévoir du temps pour l'inclusion et la déclusion et pour les moments de conversation, de prévoir des pauses un peu plus grandes et de donner des consignes assez claires sur la vie collective à distance, on va dire, en ligne. Exactement, et on a un feedback de Thierry, en tout cas une remarque qui est intéressante, c'est ce qui me manque, c'est l'absence de retour, je ne vois pas les gens et donc pas les réactions. C'est en effet le gros sujet, d'où les sondages qui ne remplacent pas tout, mais qui sont intéressants pour sentir entre guillemets la température, pour savoir si voilà, si il y a eu des réactions positives, il y a eu des réactions négatives, des choses à améliorer et autres. C'est le principal outil à distance pour pouvoir suivre les réactions parce que c'est un sujet. Et puis il y a une vraie question, je pense que derrière la question de Thierry, il y a une question sur l'usage de la vidéo dans l'apprentissage, enfin, de la caméra, je veux dire, de la webcam. Est-ce que vous demandez aux gens de mettre tous leur webcam pour se voir? Est-ce que vous leur demandez seulement de la mettre à certains moments, par exemple au moment de l'icebreaker ou au moment de la déclusion? Vous voyez, vous pouvez donner 2-3 suggestions comme ça, parce que c'est vrai que c'est bien de se voir tous. C'est ça qui crée un peu un lien. Voilà, il peut y avoir des petites suggestions comme ça pour recréer un côté un peu vivant et informel dans la salle. Thierry répond, cela semble compliqué avec la bande passante. Oui, oui. C'est un problème de bande passante. Mettre une petite photo, envoyer une petite photo. Enfin bon, voilà, il faut trouver des astuces. Mais clairement, c'est pas simple. Alors, si on continue sur ces sujets d'apprentissage théorique et de digitalisation de la connaissance, une des pistes, c'est également de produire soi-même des contenus en tant que formateur, en tant qu'expert. Donc, vous pouvez soit vous produire des contenus, soit équiper ou autonomiser des experts métiers, des sachants, pour qu'eux-mêmes produisent des contenus. Ce qui est formidable avec le digital learning, c'est que il y a encore 5 ou 10 ans, quand on voulait créer du contenu, il fallait faire un module e-learning très compliqué sur un logiciel, un outil auteur, alors qu'aujourd'hui, on va pouvoir utiliser des microservices, donc ça, ce qu'on appelle des microservices, c'est des outils digitaux spécialisés sur un sujet, et vous allez pouvoir, de manière assez fluide et autonome, créer vous-même des contenus à partir de modèles déjà préfabriqués ou de templates et créer du contenu. On parlait tout à l'heure d'apprentissage aussi in the flow of work, dans le flux du travail. Bah, typiquement, utiliser des outils de travail, des outils bureautiques, c'est aussi ça. Alors, vous pouvez créer des vidéos pédagogiques en vous enregistrant, en utilisant des logiciels comme Screencast-O-Matic, ScreenFlow pour enregistrer des séances de cours, par exemple. Vous pouvez utiliser ou créer des visuels. Nous, on utilise beaucoup un outil qui s'appelle Canva et Genially également, qui sont des petits outils qui permettent de créer des infographies, des fiches, des contenus voilà, assez visuels et très simples, mais de très bonne qualité, sans avoir forcément à passer par un graphiste. Donc ça, c'est des choses qui sont assez pratiques parce qu'elles vous rendent relativement autonome pour des contenus qui sont à la fois frugaux, mais en même temps de bonne qualité. Et surtout, ce qui est très important, ce sont des contenus modifiables, parce qu'on sait qu'il y a une obsolescence très forte dans le digital learning, et donc là, vous allez pouvoir modifier ça. Alors, c'est souvent des outils qui sont freemium, c'est-à-dire que c'est gratuit au début, et puis ça l'est plus trop après. Vous pouvez, par exemple, enregistrer gratuitement une vidéo, mais il faut payer pour l'exporter, ce genre de choses. En général, ça reste des montants qui sont assez faibles, donc si vous avez une licence d'un outil que vous faites passer, enfin, que vous prenez en charge dans le cadre de votre société, ça peut représenter un budget assez mineur et ça vaut le coup. Voilà. Après, ce qui est important, c'est la pédagogie derrière l'outil. Hein. Ce qui est important, c'est pas juste de s'enregistrer, mais c'est de réfléchir à avoir un discours synthétique, des exemples, enfin toutes les bonnes pratiques de pédagogie. Donc, ça oblige à repenser son contenu, mais ce sont en tout cas des solutions qui vous permettent de produire des contenus relativement facilement en autonomie. Hop, on a eu quelques questions, Antoine. Je m'occupe du chat pendant que. Okay, super. Bon, voilà, c'est l'importance d'être en binôme. Alors, un deuxième gros sujet, je ne sais pas si ça vous concerne dans vos organisations, mais c'est tout ce qui est lié au geste métier. Ça, c'est quand même un peu le grand problème de la formation à distance, hein, c'est que c'est compliqué d'apprendre à être peintre en bâtiment en visioconférence. Donc, il y a quand même des choses à faire, hein, y a quand même des suggestions, même si, bon, c'est pas toujours très simple. Ce qui est intéressant avec ce type de sujet, c'est finalement qu'à distance, on va pouvoir travailler d'autres choses qu'on ne travaille pas d'habitude en présentiel. C'est souvent des formations qui sont dans une logique AFEST, action de formation en situation de travail. Donc là, on va pouvoir pousser les apprenants à faire des observations ou des entretiens téléphoniques, donc à aller s'interroger sur le métier, à être réflexif, donc à faire un peu des débriefs ou des retours d'expérience de ce qu'ils ont pu observer ou apprendre. Et puis après, concrètement pour la pratique, soit vous leur demandez de filmer des gestes par eux-mêmes avec leur smartphone par exemple et de partager
de partager la vidéo, et ensuite vous en discutez ensemble entre apprenants et avec vous en tant que formateur, si bien sûr c'est possible, hein, si le matériel le permet. Et c'est là où on retrouve aussi une certaine inégalité d'accès, hein, parce que tout le monde n'a pas du matériel chez soi. Et ce que vous pouvez faire également, c'est chercher des vidéos existantes sur YouTube, des tutoriels, des gestes, des simulations. Si je reprends l'exemple du peintre en bâtiment, des vidéos sur Internet, et aller débriefer avec vos participants du matériel utilisé, du bon geste, de la bonne technique, pour que ce soit un peu concret et un peu réaliste. C'est forcément un peu frustrant parce qu'on peut moins pratiquer, à moins d'avoir des simulateurs ou à moins d'avoir tout son matériel chez soi, mais c'est mieux que rien et ça permet quand même de garder un certain contact. Juste une petite anecdote, là je viens d'interviewer un professeur de chant lyrique au CNSM, qui me racontait comment il transposait sa pédagogie à distance. Donc autant dire qu'apprendre le chant à distance, c'est pas forcément évident. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait enregistrer ses élèves un peu éloignés du micro pour que ça sature pas. Les élèves envoient l'enregistrement, qui est bien sûr de qualité très moyenne, mais ça leur permet du coup de quand même travailler sur quelque chose de concret, de travailler sur d'autres aspects de sa pédagogie, et donc il arrive à enseigner à peu près le chant à distance. L'interview sera publiée la semaine prochaine sur notre média. Vous voyez, si la prof de chant y arrive, on peut essayer en tout cas. Et on a l'AFPA qui avait sorti et qui a relancé pour l'occasion un MOOC sur les 101 techniques de base en cuisine. Alors vous me direz, la cuisine c'est un peu plus facile, mais en tout cas voilà, c'était une super expérience il y a quelques années quand ils ont sorti ce MOOC où ils ont été identifier les techniques de cuisine avec des chefs pour donner envie d'apprendre les métiers de la cuisine. Donc ce MOOC avait connu un énorme succès, je crois qu'on était à 100 ou 150 000 participants, et ils ont ressorti une nouvelle édition pour l'occasion. Et si vous allez sur ce MOOC, vous tapez MOOC AFPA et vous le retrouverez, vous verrez que c'est un très très bon exemple de digitalisation de gestes métiers, de choses qu'on apprend en présentiel mais qu'on peut potentiellement commencer à apprendre, ou en tout cas pour poursuivre un apprentissage à distance, et c'est très très bien fait, donc on vous le conseille. Ouais. L'En-Assembly travaille avec l'AFPA justement sur la formation des formateurs et l'accompagnement des formateurs dans l'apprentissage à distance, et effectivement on arrive à faire des choses qui sont étonnantes parce que voilà, on détourne des usages, et en ce moment l'AFPA fait partie typiquement des acteurs qui sont très très impactés par cette crise. Alors, si on continue dans les différents cas d'usage, on va parler un peu des travaux de groupe, donc tout ce qui est études de cas, brainstorm, session d'idéation, session de design thinking, si vous faites ça dans vos formations, donc tout ce qui est lié au l'ordre du travail en sous-groupe. Donc, il y a plusieurs manières de faire. Notre suggestion chez l'En-Assembly, c'est quand même de préparer les sous-groupes en amont de la formation pour éviter de perdre trop de temps à créer les groupes, de créer les groupes de manière un peu arbitraire. Comme ça, vous gagnez du temps sur un peu la logistique. Tout ce qui va être animation à distance des groupes, vous pouvez soit envoyer des invitations en parallèle à différents webinaires. Donc là, on est tous sur Livestorm. On pourrait imaginer qu'on a Livestorm groupe 1, Livestorm groupe 2, Livestorm groupe 3, de manière à répartir les gens. Et ensuite, vous leur dites à 10h45, tout le monde se retrouve dans la salle principale, exactement comme dans une formation en présentiel. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Ce qui va être très important également, c'est d'être extrêmement explicite et clair sur les consignes, les outils à utiliser, les déroulés. C'est beaucoup plus compliqué de gérer l'informel à distance, surtout quand il y a beaucoup de monde. Et donc, notre recommandation, c'est de préparer un maximum de templates, de documents à remplir, pour que rien ne soit laissé au hasard, de manière à faciliter aussi la restitution. Et ce que vous pouvez faire dans les travaux de groupe, c'est également nommer un rapporteur ou quelqu'un qui va être un peu le chef de groupe et qui va se charger, par exemple, de rassembler les contenus, qui va se charger de faire un peu la synthèse et la restitution, de manière à ce que ce soit plus fluide. Alors, Sylvie nous dit oui, mais c'est vrai que préparer les groupes en amont, c'est dangereux à cause de l'hétérogénéité. Effectivement, si vous les connaissez déjà, vous pouvez le faire. Si vous les découvrez le moment venu, c'est un peu compliqué. Évidemment, voilà, c'est clairement, hein, si vous les connaissez pas, c'est délicat. Donc voilà, ça va dépendre un peu des situations. Mais en tout cas, c'est bien de préparer des moments de groupe et ça vous permet, un peu comme le dit Denis, de souffler un peu. Ça permet de continuer à travailler parce que c'est parce qu'on est actif qu'on apprend, hein, c'est parce qu'on pratique qu'on est dans l'action. Et donc par contre, ça nécessite un niveau de préparation des activités et de consignes qui est un peu plus important peut-être que d'habitude.
Voilà. Et puis dernier gros point quand même important, c'est tout ce qui est lié à l'évaluation. Alors c'est pas forcément le cas pour tous ici, mais beaucoup de formations. Là, on rentre bientôt dans une période d'examen, examen dans des concours, dans les écoles, dans les facs, les partiels, toutes les formations certifiantes. Donc en fait, la question de l'examen et de l'évaluation est quand même assez importante. Et donc il faut se penser, en tout cas, il faut se poser la question. Donc, comment est-ce qu'on digitalise l'évaluation? Alors, clairement, il y a deux questions à se poser. Enfin, il y a une question à se poser, c'est d'abord, est-ce que votre évaluation, elle rentre dans un cadre réglementaire d'obtention de titres RNCP, de certification, de diplôme? Enfin, voilà, est-ce qu'on est dans quelque chose qui est d'ordre légal, en fait? Ou est-ce que c'est une évaluation que vous faites plus pour vous, en tant que formateur et pour le transfert en situation de travail de vos formations? Donc si c'est le premier cas, le cas où c'est quelque chose d'ordre légal, il vous faut une solution béton qui permet d'attester l'identité de la personne, de vérifier que c'est bien elle. Enfin voilà, c'est tout un protocole quand même assez sécurisé. La solution Proctorio est très utilisée dans les MOOC. Donc les gens qui font par exemple les études de cas finales ou les examens finaux des MOOC pour avoir la certification. C'est aussi des solutions qui sont utilisées pour tout ce qui est TOEIC ou TOEFL à distance. Donc il existe d'autres solutions de ce type-là que je pourrais vous retrouver, mais en tout cas il vous faut quelque chose quand même d'assez carré qui permet de faire des feuilles de présence, des attestations, voilà, pour pas trop, voilà, pour respecter la loi tout simplement. Après pour les examens à distance, bah, vous avez des outils comme Testly et Valbox qui vous permettent de le faire. Et puis après il y a quelque chose auquel nous, l'en Assemblée, on croit beaucoup et qu'on voit se développer un petit peu en cette période, et c'est intéressant, c'est tout ce qui est évaluation par les pairs. Finalement, le fait de faire de l'évaluation par les pairs, donc entre apprenants, entre stagiaires, ça permet de mobiliser les connaissances, ça permet de développer aussi sa culture du feedback. C'est assez puissant comme levier d'apprentissage, et donc ça peut être assez intéressant. Alors notre retour d'expérience sur ça, on a fait un projet pour l'université Paris-Dauphine dans le cadre d'un projet de recherche sur l'évaluation par les pairs, où les étudiants de L3 et de M1 devaient faire tout un semestre et à la fin s'évaluer par les pairs. En fait, ce qu'on a vu, c'est que ce qui est très important, c'est de donner des consignes et des outils très clairs sur comment j'évalue, donc comment je formule mon feedback, comment je formule ma note, voilà, comment écrire quelque chose qui soit utile et non pas c'est vraiment trop nul à refaire. Enfin voilà, quelque chose qui soit de l'ordre un peu constructif, on va dire. Mais l'évaluation par les pairs, ça fonctionne assez bien. Ça permet de soulager le formateur, ça permet de mobiliser les connaissances des participants, et vous pouvez rester évidemment derrière pour quand même vous assurer que ça fonctionne bien et être plutôt dans une correction de correction. Donc voilà, c'est très puissant comme levier. En ce moment, je le vois sur le Tatami, notre formation digital learning. Des gens postent ils font des entraînements, on leur dit faites des vidéos, faites des contenus, ils les postent sur la plateforme et tout le monde s'encourage et se fait des feedbacks et ça permet voilà, de faire passer des messages en douceur, et c'est assez puissant. Donc à creuser. Yes, merci Antoine. En tout cas, comme vous avez pu le voir, les 30 premières minutes se terminent. On va maintenant passer aux questions-réponses, même si c'était déjà le cas depuis maintenant 30 minutes. Le kit de survie proposé par Learn Assembly et tous les outils gratuits du moment, l'objectif vraiment pour vous, entreprise, c'est de pouvoir tester des outils. On a essayé de vous en donner plein ici. Il y en a beaucoup qui sont gratuits, ce que je vous disais rapidement sur le chat tout à l'heure. Il faut en profiter aussi pour les tester. C'est l'occasion de voir ce qui vous plaît, ce qui fonctionne, et aussi de pouvoir du coup ne pas annuler toutes les formations et de se dire qu'une partie peut être faite à distance d'une manière différente, et il faudra demain repenser la façon dont on organisera la formation. Bien évidemment. Donc, pour aller plus loin, on vous a mis 3 points importants avant de répondre aux questions-réponses. On pense qu'aujourd'hui, pour continuer d'encourager la continuité d'apprentissage de vos collaborateurs, des organisations en général, il est important d'aller chercher les meilleurs contenus. Les contenus, c'est les outils, mais c'est aussi les contenus, les ressources de formation qui sont gratuites et qui peuvent vous permettre de former sur des outils comme Teams, je le disais tout à l'heure, ou de former sur des gestes métiers en allant chercher tout simplement sur YouTube et en passant du temps pour aller faire de la curation de contenu. C'est aussi le moment potentiellement de challenger les apprenants. Parfois, les apprenants aujourd'hui dans des organisations ont un peu plus de temps. Ils ont plus de temps pour se former. Certaines entreprises en profitent, entre guillemets, pour former et accompagner la montée en compétences dans certains départements. Et puis, c'est l'occasion aussi de créer une vraie culture apprenante
Nous, avec Antoine, tous les deux, on partage ça. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour la formation, ce qui se passe en ce moment. On espère que la formation va continuer de se renforcer, elle va continuer de plus en plus digitale sans oublier l'humain. Parce qu'il y avait un très bon feedback tout à l'heure qui était de dire que on n'a pas les mêmes retours à distance et en effet l'humain reste important et restera toujours, je pense. Mais c'est l'occasion de créer une culture apprenante si c'est pas encore le cas dans votre organisation. Peut-être qu'Antoine, tu veux conclure avant de répondre aux quelques questions qui vont arriver. Ouais. Ajouter. Alors déjà, il y avait une question sur laquelle on peut rebondir, qui est comment identifier et payer les diverses activités des formateurs dans ce contexte-là. Et je trouve que c'est une question intéressante. On pourra y revenir après. Mais donc du coup, pour conclure, je pense que beaucoup de. Enfin, j'en parlais d'ailleurs avec une personne qui est parmi nous et qui se reconnaîtra peut-être. On en parlait au téléphone la semaine dernière. Qu'il y a eu un effet de sidération au tout début de ce confinement, et que maintenant on commence à se projeter dans la suite, et qu'en fait on en arrive un petit peu à la conclusion que les choses seront très 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 différentes. Et je ne sais pas si vous avez lu ou vu passer les interviews de cet historien qu'on voit beaucoup dans les médias en ce moment, qui s'appelle Stéphane Audouin-Rousseau, pardon, qui est un historien de la Première Guerre mondiale, et qui dit que une des caractéristiques des guerres et des grands événements majeurs, c'est que tout le monde croit que ça va se finir et qu'on va reprendre comme avant, mais qu'en fait, on ne peut plus reprendre comme avant. Il y a un avant et un après, il y a clairement un changement. Et donc, c'est un historien que je trouve intéressant dans cette période. Et ce qu'on voit, c'est que la reprise va être différente pour toutes les organisations. Il va y avoir des enjeux budgétaires, clairement. Il va y avoir des enjeux liés à la digitalisation de la formation, clairement, liés au rôle du présentiel. Et je pense que les universités d'entreprise, les services formation, les sociétés de formation, tout le monde va devoir arriver avec des propositions un peu différentes pour tirer des enseignements de ce qui s'est passé, parce qu'on ne pourra plus faire comme avant, et que on va être dans une période où il y aura beaucoup d'incertitudes. Donc, moi, je lis pas dans la boule et je sais pas encore ce que ça va donner. Et nous, on commence chez Learn Assembly à réfléchir à quelques scénarios, à la fois pour nous et puis pour nos clients. Mais je pense qu'il y a un vrai travail de vision en fait à faire, assez stratégique. Et pas juste digitaliser pour digitaliser, parce que voilà, ce sera pas ça à mon avis, ce sera qu'une partie de la réponse. Donc voilà, c'est une question un peu ouverte, je vous laisse avec ça, mais en tout cas ça m'intéresse de réagir et d'en débattre s'il y a des questions ou des réactions pour le forum. On peut prendre les questions. Merci beaucoup Antoine, on va prendre les quelques questions et je remonte en même temps. Oui, il y avait une question sur la rémunération que je trouve assez intéressante. Typiquement, quand on parle de réinventer le modèle, on est un peu dedans, même si c'est sur quelque chose de très concret. Typiquement, dans le modèle de la formation classique, voilà, c'est conception, animation, donc facturer une journée de conception et 2 journées d'animation. Enfin, ça dépend du ratio. Voilà, chacun a son. Mais c'est standard. Là, clairement, l'activité, elle est très morcelée. Il faut concevoir sa formation, créer des activités, animer, être en mentorat dans les sous-groupes, faire des feedbacks à distance. Donc, c'est des tâches en fait un peu morcelées, et c'est assez compliqué de valoriser le temps et de le chiffrer. Et ensuite, il y a la production de contenu. Si vous produisez des vidéos, tout ça, ça coûte cher. Donc, est-ce que vous faites des licences? Est-ce que vous faites de l'abonnement? Est-ce que vous faites du forfait? Enfin, il y a plein de modèles économiques possibles. Donc, je suis d'accord avec vous que ça pose des grosses questions sur le modèle d'achat de la formation et de financement, parce que les grilles classiques vont plus être adaptées à ça. Et donc, à mon avis, quand le système n'est pas prêt, mieux vaut proposer des choses. C'est le meilleur moyen de faire avancer les choses. Donc, en tout cas, il y a clairement une réflexion sur le modèle économique. Il y a une question d'Alexandre, hyper intéressante, Antoine. Peut-être que tu as eu ce cas chez certains de tes clients, le fait de digitaliser en urgence des choses très spécifiques. Est-ce que les formations seront prêtes à jeter, entre guillemets, demain? Alors, je pense que si vous vous dites on produit et on jettera plus tard, faites-le en mode utilisez des choses simples, des outils simples, et assumez le côté un peu artisanal de la chose. Et puis ce qui compte, c'est que ce soit fait, quoi. Donc il y a une obsolescence de plus en plus forte de contenu. Donc moi je pense qu'il vaut mieux faire des choses de bonne qualité, parce qu'on sait qu'elles vont être jetables, mais de qualité correcte sans en faire trop, plutôt que d'investir dans de la surqualité qui va coûter très cher et qui va pas forcément être utilisée. Il y a une question sur la technique aussi.
technique. Chez les formateurs plus âgés, c'est la technique qui fait peur. Quels seraient les conseils à donner? Est-ce que Clément, tu as des idées? J'ai un conseil, c'est qu'en regardant, je pense que voilà, même si des formateurs sont un peu plus âgés ou des personnes un peu plus âgées, je pense mes parents aujourd'hui qui sont plutôt en fin de carrière, et ce que je leur dis, c'est quand ils comprennent pas un outil, parce que dans cette période de confinement, mon père travaille dans l'univers de la banque, on l'a mis sur Teams et il connaissait pas, je lui ai envoyé quelques vidéos sur YouTube et il a compris comment ça fonctionnait. Donc le premier conseil, c'est aller s'informer, parce que je pense que peu importe l'âge qu'on a, même si forcément les plus jeunes générations sont plus à l'aise avec le digital, voilà, tout le monde est capable de comprendre comment fonctionne un outil, peut-être avec un peu plus de temps, mais il ne faut pas hésiter à aller chercher, aller potasser entre guillemets sur le web pour comprendre le fonctionnement d'un outil et comment, par exemple, on lance un webinaire comme on l'a fait aujourd'hui. Tout le monde, je l'espère en tout cas, est capable de le faire. Je ne sais pas si Antoine, tu as d'autres conseils? Ouais, je pense qu'il faut dédramatiser la chose au maximum, ne pas en faire une montagne, vraiment dédramatiser. Un peu, enfin pour le coup, il faut du mentorat et du coaching en situation de travail pour sécuriser la personne au début, pour qu'elle gagne en autonomie. Et puis après, ce qu'on voit, c'est que les jeunes sont tout le temps avec leur smartphone, mais c'est pas forcément pour ça qu'ils sont si à l'aise que ça avec les outils numériques au travail. Au contraire même. Et donc, je pense qu'il faut pas enfin, on a tendance à surestimer le gap générationnel dans l'usage du numérique. C'est très variable. Moi, j'ai été surpris parfois justement en discutant avec des organismes de formation avec qui on travaillait, qui faisaient des formations pour des publics jeunes, mais pas forcément très bien insérés professionnellement. Et leur aisance numérique, elle était vraiment faible, quoi. Et donc, enfin voilà, c'est variable. Donc, je pense qu'il faut rassurer, simplifier, beaucoup de tutoriels, mais beaucoup d'accompagnement. Il faut accompagner. Envoyer un tutoriel, c'est pas ça qui va résoudre la peur un peu de est-ce que ça va marcher. Donc, il faut quelqu'un un peu un binôme, et puis après, la personne va gérer toute seule. Et on a une question, Antoine, de Christelle. Je vais te laisser répondre parce qu'on en parlait hier soir en préparant rapidement ce webinaire. Antoine partageait quelques exemples, en effet, sur est-ce que les formations vont reprendre cette année, ou en tout cas, si elles vont reprendre, quand est-ce qu'elles vont reprendre ces formations. Et moi, j'ai eu des échos, et toi, Antoine, encore plus, que beaucoup d'entreprises pensent à minima reprendre au mieux en septembre. Et Antoine, tu peux peut-être nous en dire un peu plus. Ouais, effectivement, enfin, ça va dépendre. Enfin, a priori, s'il y a un déconfinement partiel, j'imagine qu'il y aura des annonces sur le nombre de personnes maximum qui peuvent se réunir dans un endroit. Euh, donc, est-ce que la formation sera concernée? Je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que la formation, c'est un vecteur de contagion puisqu'on réunit 15 ou 20 personnes dans une salle et, enfin, voilà, donc naturellement, c'est un risque. C'est pour ça que je pense que ça vaut le coup de réellement penser à faire des parcours en blended learning, à se dire, OK, comment est-ce que des parcours qui sont pensés totalement en présentiel, on peut réduire le présentiel et si jamais le confinement se prolonge, le passer entièrement à distance parce qu'on ne sait pas trop jusqu'à quand ça va durer. Il y a vraiment un nouveau travail d'ingénierie pédagogique à faire pour s'adapter parce que ça peut durer et puis surtout ça peut repartir en fait. C'est ça qu'on voit. Je ne sais pas si vous avez lu aussi ces articles, mais bon, des articles qui indiquent que le virus il va pas disparaître en claquant des doigts le 11 mai. Hein. Il va y avoir encore malheureusement des personnes qui l'auront, peut-être des reprises de foyers et donc les épidémies disparaissent jamais du jour au lendemain. Donc il y aura une adaptation à long terme en fait qui va être nécessaire. Et je pense que demain toutes les formations devront pouvoir être animées en partie à distance. Et ce serait même un critère de sélection d'un organisme de formation pour s'assurer que si jamais il y a une crise, ça tient, quoi. Exactement. Et il y a une question de Juan en remontant que je viens de voir qui est une question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que les ressources sur YouTube sont libres et peuvent être utilisées, j'imagine, dans le cadre de l'entreprise. Alors nous, chez Flex, on s'est posé la question il y a maintenant quelques années, puisqu'on fait en fait une agrégation des meilleurs contenus du web qu'on met à dispo des entreprises. Donc forcément, beaucoup d'entreprises, quand elles ont commencé à travailler avec nous, nous ont dit mais vous avez le droit de faire ça. Donc oui, une partie des contenus sur YouTube sont libres de droit. Ce qui est à noter, c'est qu'on ne va pas aller aspirer la vidéo et la remettre sur un player interne. Il faut bien utiliser le player YouTube, le lien YouTube, donc potentiellement avoir un accès à YouTube dans l'entreprise et bien mettre en avant qui a construit ce contenu, qui est cette personne,
et ne pas changer les informations. C'est la seule contrainte légale qu'il y a aujourd'hui. Et après, il y a certaines vidéos YouTube qu'on ne peut pas exploiter commercialement. Et dans ces cas-là, les personnes qui ont déposé ces contenus l'ont mentionné et YouTube ne vous permet pas d'exporter cette vidéo. Mais oui, une grande partie des vidéos YouTube peuvent être exploitées gratuitement. Oui, d'ailleurs, on reçoit chez l'Insomnie, on reçoit de temps en temps des petits messages de professeurs de l'éducation nationale qui récupèrent des vidéos qu'on a mis sur YouTube sur qu'est-ce que la blockchain ou qu'est-ce que la culture digitale et qui nous disent est-ce que je peux l'utiliser en classe. Donc c'est sympa, j'apprends que nos vidéos sont utilisées dans des lycées techno à Montpellier en première, c'est toujours sympa. Donc voilà. Alors, on a une question d'Elsa. Pour moi, la question, ce n'est plus tant faut-il digitaliser, mais plutôt la formation est-elle performante et quelle expérience vit l'apprenant, comment s'en assurer? Toi, est-ce que tu veux répondre à ça? Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Elsa. Hein, c'est vraiment l'expérience vécue et on le voit bien là dans cette période à quel point l'expérience vécue de chacun est très importante, que ce soit dans le pro ou dans le perso. Et donc interroger les apprenants, comprendre leur situation et adapter la pédagogie à ça, c'est essentiel parce qu'effectivement on va devoir, on peut plus ignorer l'environnement dans lequel sont les gens pour les former. Il y a une question d'Arnaud. Pouvez-vous revenir sur la première étape, séquencer autrement sa formation et l'articulation des temps asynchrone dans un parcours à distance? Oui. Alors donc là ce que je disais pour résumer, c'était que là, imaginons une formation en présentiel avec des séquences d'apport théorique, des séquences d'activités, des séquences type icebreaker, etc. Donc ça, ce qui se fait sur une journée, on va le transposer en plusieurs moments dans une formation à distance, qui peuvent être 45 minutes d'apport théorique, 30 minutes de présentation d'une étude de cas et ensuite des travaux en sous-groupe. Vous répartissez les gens en sous-groupe et vous leur dites on se retrouve la semaine prochaine ou dans 3 jours pour discuter de ce que vous avez fait. Et dans l'intervalle, les gens se réunissent entre eux, ils s'organisent eux-mêmes des réunions Zoom ou Teams ou ce que vous voulez. Et ils s'organisent pour travailler sur le cas ou sur le projet que vous leur avez donné. Et vous êtes éventuellement en soutien si besoin est. Après, voilà, c'est en fonction de chaque formation et de chaque sujet de voir quel est l'intervalle de temps nécessaire entre chaque session, qu'est-ce qui est possible de faire. C'est un peu compliqué de répondre comme ça à froid, ça dépend aussi des contraintes. Là, en ce moment, on travaille avec un groupe industriel qui a organisé une semaine de formation avec des formateurs occasionnels venus du monde entier. 60 ou 70 formateurs, et tout l'événement, évidemment, avait lieu en présentiel, et ils ont tout basculé en visioconférence. Mais comme les gens travaillent, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont élargi l'événement sur 4 jours, et il y a des séquences tous les jours, de 45 minutes à 2 heures, ramassées sur 4 jours. Voilà. Parce qu'ils ont cette contrainte opérationnelle. Donc après, à chacun de s'adapter. J'espère que ça répond à peu près à la question. On pourra échanger aussi par mail s'il y a besoin. Je sais pas. En tout cas, on est ravis de partager ça avec vous. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou des réactions ou des commentaires sur la manière dont ça va évoluer, dans le monde de la formation va évoluer avec cette crise. C'est intéressant aussi de faire un mini brainstorm collectif si vous avez des... Ouais, il y a beaucoup d'interactions, c'est bien. On va peut-être prendre encore 2-3 questions. Avant de terminer, on a Alexandre qui nous dit avant le Covid, les solutions de formation digitale étaient différentes dans toutes les entreprises. C'était déjà un bordel organisé. Entre guillemets, ne pensez-vous pas que les solutions d'urgence vont amplifier les problèmes de cohérence entre les solutions mises en place? J'espère pas, mais comment éviter cela? C'est une bonne question, Alexandre, parce que en effet, aujourd'hui, le fait de tester plein d'outils, de prendre un peu tout ce qui existe, et potentiellement, on a des entreprises qui se disent, OK, il y a plein de choses gratuites, on va aller chercher tout ce qui est gratuit. Demain, ça ne sera peut-être plus gratuit déjà. Donc, c'est comment on fait une cohérence de tout ça. Et puis, aller chercher plein de choses gratuites, ça peut en effet brouiller le message et la cohérence en termes de formation. Donc, c'est une question aujourd'hui pour laquelle on n'a pas forcément la réponse, car chaque organisation fait à sa façon. Mais en effet, si on peut vous conseiller quelque chose, c'est réfléchissez quand même avant d'envoyer tout un tas d'outils et de ressources et de plateformes de formation. Tout ce qui est gratuit, il faut quand même l'analyser pour savoir si ça correspond bien à ce dont vous avez besoin et aussi si vous pouvez vous projeter sur le long terme avec ces outils. On peut bénéficier d'outils et les tester, mais il faut en faire des pilotes, mais il faut aussi se dire, OK, demain, on envisage déjà de poursuivre avec ces outils ou avec ces ressources. Je pense que c'est intéressant, c'est effectivement pour un peu chaque grande typologie d'avoir un ou deux outils max bien référencés, bien analysés et accompagnés en termes d'accompagnement au changement pour éviter qu'il y ait trop de choses.
Après, il y a quand même une tendance structurante dans le monde du digital learning qui est que il y a une multiplication d'outils qui commence à se spécialiser. Et aujourd'hui, plus aucun acteur n'est capable de tout faire. Et c'est un peu le modèle classique du SAP de la formation qui est incarné par Cornerstone ou qui est incarné par des acteurs comme ça. Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils veulent tout faire, mais qu'ils font tout moyennement. Donc, de plus en plus, on a des outils cœurs qui servent à gérer les opérations de la formation, le côté ERP en fait, et des outils pédagogiques qui viennent se greffer dessus. Et en fait, on va avoir un soleil avec plein de satellites, si je fais un peu un parallèle. Donc, mais par contre, pour éviter qu'il y ait trop de satellites et que ce soit ingérable, il faut effectivement cadrer les usages et surtout former et accompagner le changement et co-construire les besoins. Voilà, de manière à ce que les formateurs et les apprenants se les approprient. Et bien penser, pour compléter ça aussi, aux interconnexions avec les outils. Vous parlez du SAP, de la formation. Aujourd'hui, il faut essayer un maximum de voir si les outils s'interconnectent facilement avec ce que vous avez déjà, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir 15 mots de passe différents. Et donc, c'est quelque chose à avoir en tête, puisque voilà, le soleil avec plein de satellites, c'est exactement ça. C'est ce qui va demain alimenter tous les plans de formation, plein d'outils différents, mais s'ils sont interconnectés, déjà, il y a une certaine cohérence qui permet d'avoir une meilleure utilisation en tant qu'utilisateur. On a pas mal de questions qui sont arrivées. Bon, c'est bien, on va construire une vision partagée de la formation en 2020 grâce à ce webinaire, c'est bien. Vous voyez, on fait de l'intelligence collective là, c'est super. Alors, on va peut-être prendre une dernière question d'Elsa qui fera office de conclusion. Des préconisations justement pour tirer des enseignements de cette crise, comment se poser et comment définir une stratégie. Antoine, tu l'as pas mal évoqué. Est-ce que tu veux conclure avec ça? Ouais. Je pense qu'il y a, bah déjà, il y a un peu, je pense que c'est intéressant de faire un peu une revue des usages de ce qui a été fait ou pas fait, d'analyser les données. Est-ce que vous constatez un pic de trafic sur votre plateforme LMS ou pas? Et si oui, ce serait intéressant de savoir pourquoi. Et sinon, est-ce que c'est parce que les gens n'ont pas eu le temps? Enfin voilà, ce serait intéressant de regarder ça. Je pense que ça vaut le coup d'interroger les salariés sur la manière dont ils ont vécu cette période de confinement et est-ce qu'ils ont réellement pu en profiter pour se former ou pas. Ça, c'est une première chose. Après, il va y avoir un sujet budgétaire. Hein. Est-ce que votre entreprise est impactée par fortement, enfin tout le monde va être impacté, mais est-ce que c'est fortement impacté, moyennement impacté, pas trop impacté par la crise? Et est-ce que du coup vous allez avoir des budgets et est-ce qu'il y aura des reports de budget, des choses comme ça? C'est quand même important. On a interviewé la semaine dernière Pierre Courbebès, qui est le président de la Fédération de la formation professionnelle et que vous pouvez retrouver sur notre site. Et ce qu'il disait, c'est que sa crainte, c'est que tous les budgets soient bloqués et que ça reprenne qu'en 2021. Ce qui, pour beaucoup de sociétés qui font du présentiel, serait une catastrophe. Donc voilà, il y a ça. Et puis après, je pense que il y a une vraie réflexion à mener sur les temps de formation, sur comment est-ce qu'on on repense la formation pour qu'elle soit plus modulaire et courte, pas courte mais modulaire, et qu'elle s'intègre dans le temps de travail. Clément parlait de in the flow of work, c'est un peu ça. Et comment est-ce qu'on peut basculer à distance si jamais on a des crises ou des choses comme ça. Donc il y a plusieurs manières de réfléchir. Enfin, on pourra en discuter, mais en tout cas là comme ça, c'est ce qui me vient un petit peu en tête. Ok, et ben n'hésitez pas à continuer de poser vos questions avec Antoine, on reste disponible sur LinkedIn, par mail ou autre. Vous allez avoir le replay de ce webinaire, vous pourrez le regarder ou le partager. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation, votre engagement, l'interactivité, puisqu'il y a énormément de remarques et de questions. Merci à toi Antoine, et puis bravo encore pour ce kit de survie, merci de nous l'avoir partagé durant ce webinaire. Merci beaucoup et à très bientôt pour continuer à échanger. Bonne journée à tous. Au revoir, bonne journée.